Donc bonjour à toutes et à tous, je vais faire une petite interview de Jean-Marc là, qui m'accompagne au Japon, donc c'est un petit peu son parcours martial et un petit peu voir comment il a évolué, comment ça s'est transformé un petit peu dans son esprit, dans son mental. Voilà, comment il peut aussi comparer par rapport à son parcours avant, on va dire sportif et martial, et par rapport à ce qu'il voit au Japon, par rapport à comment il sent les sensei ici, comment il les perçoit, comment il les voit, quoi. Hop, j'essaie de voir un joli plan, voilà. Ok, donc Jean-Marc, c'est à toi. Oui, donc moi je vais d'abord, sans parler de moi, je vais juste expliquer un petit peu mon parcours. Donc moi j'avais commencé par le karaté Shotokan quand j'étais jeune, à une vingtaine d'années, un peu avant. J'en ai fait beaucoup, on s'entraînait tous les jours, tous les soirs, des compétitions. On avait la chance d'avoir un professeur qui nous enseignait beaucoup de techniques. Donc c'était très technique, très avec du souffle et des gestes. Donc on pensait avoir la chance d'avoir les bonnes formes et effectivement je me suis fait formater. Ça m'a donné de l'équilibre, des positions solides et voilà. Donc une illusion d'efficacité. Et puis je me souviens qu'un jour, bon il y a toujours l'ego et l'orgueil de la jeunesse. J'ai voulu montrer des techniques à quelqu'un, c'était un Portugais à l'époque. Et puis, Je pense qu'il est toujours portugais. et il est toujours portugais, à moins qu'il ait changé de. Et puis Ouais. je me souviens que c'était ma plus grande surprise. Aucune de mes techniques passait. J'armais un mawashi geri, donc un coup de pied circulaire. Et lui, il rentrait, il me mettait un doigt dans l'œil. Et mon mawashi, il marchait pas. Alors que je l'avais répété un millier de fois, je cassais des briques ou des arbres, enfin des morceaux de bois. Etc. Chaque fois que j'essayais de faire un truc, lui, en souriant, en rigolant, sur le ton de la camaraderie, ce qui marchait face à des gros gars sur des tatamis, j'ai fait 2 championnats d'Europe. Enfin voilà, j'étais à niveau deuxième dan, j'étais fort, jeune et beau, on va dire. Et puis tout d'un coup, ce qui marchait sur des gros gars, marchait pas sur un gars qu'on avait rien à foutre et qui mangeait sa glace, quoi. Donc alors ça m'avait fait une première sensation. Bon, quand on est jeune, on est un peu têtu ou con, donc j'avais continué mon entraînement, je me sentais toujours le plus beau, le plus fort, etc. Mais c'était déjà une première sensation de tiens, ça passe pas contre quelqu'un de décontracté qui s'en fiche, qui a la tête ailleurs, qui est spontané, quoi. Voilà. Et cette petite anecdote, à elle seule, elle résume ce que j'ai redécouvert depuis que j'ai refait les stages donc avec Monsieur Bordas. Moi, j'ai commencé mon retour, disons, dans les arts martiaux, le vrai retour là au mois d'avril de cette année, avril 2019. Je suis venu, j'ai enchaîné 2 stages de suite à Pâques. Donc je suis arrivé, j'étais encore fumeur. J'ai jamais dit que je voulais arrêter de fumer à Monsieur Bordas. C'était mon truc à moi. Et je me suis rendu compte qu'en 15 jours, sans effort, sans avoir forcément de volonté, j'avais plus envie. Petit à petit, à force de respirer, de jeûner, de faire tous les exercices qu'on pourrait décrire, naturellement, voilà, plus de clopes, quoi. C'est parti tout seul. Et puis naturellement, j'ai vu que mes anciennes habitudes de karaté ou de kung-fu, je vais pas parler de moi, c'est pas moi qui suis important. Ce qui est important, c'est les choses que j'ai cru qui me renforçaient, que j'ai appris. Je croyais faire des arts martiaux, en fait, j'en avais jamais fait avant de venir ici au Japon. Et ça, je remercie vraiment d'avoir pu accompagner Bernard Bordas ici au Japon, parce que c'est la première fois vraiment que je vois les arts martiaux. Avec lui, je l'ai vu, et là, avec ses propres sensei, Hatsumi, Shiraishi, Noguchi, on pourrait en citer beaucoup. Je cite ceux à qui je me suis entraîné le plus. On voit des gens qui sont souriants, bienveillants, et qui n'enseignent pas une technique. Ils nous enseignent à nous débarrasser de nos tensions, de nos blocages, comme j'ai pu le voir dans les stages de Bernard en systéma. C'est vraiment la même sensation, même si c'est pas la même école, c'est pas la même origine, japonais et russe, c'est pas la même chose. On peut pas dire que c'est pareil, mais on aboutit à la même sensation, au même travail de désencombrement. Moi, j'ai l'impression de ranger ma chambre, de ranger ma tête, de ranger mon corps, d'enlever les tensions. En plus, avec l'hygiène de vie, en jeûnant et en mangeant le moins possible de cochonneries, malgré qu'au Japon, c'est dur d'avoir du bio, on arrive à être dans un état de réceptivité. Et moi, je dirais que c'est comme à l'école où on enseigne la géographie, l'histoire et les maths.
et etc., etc. Alors que les anciens, il y avait une seule science. C'était la science avec un S majuscule, la science sacrée, et on enseignait tout d'un coup. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. L'écologie, ce qui se passe, ce que je rentre dans mes intestins, ce que je pratique comme technique ou de désencombrement technique, ben, je vois tout ça comme une seule science, un seul art. L'art du retour, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, de retourner à un état simple et naturel, comme la personne, ce fameux portugais que je me souviens d'il y a 20 ans quand j'étais jeune, qui avec sa décontraction, sans le faire exprès, m'avait donné une de mes plus grandes leçons. Je peux dire, c'était le premier maître, c'était un gars qui avait jamais fait d'arts martiaux, et qui rigolait en me voyant faire mes trucs qui marchaient pas. Et finalement, il m'aura fallu 20 ans pour revenir au Japon et retrouver cette sensation d'être face à la spontanéité. Et ça me fait également penser à ce que disait Bernard Bordas dans une autre vidéo sur les maîtres japonais qui cherchaient l'efficacité, qui avaient fait justement comme moi, beaucoup plus que moi bien sûr, beaucoup de karaté, et puis qui tout d'un coup se rendent compte, mince, les gyakutsuki ne me font pas mal dans le ventre, alors que quelqu'un qui n'a rien pratiqué, qui met une pêche, une patate spontanée, et ben il va faire tout le bon geste, la décontraction, et c'est presque philosophique, ça l'est même philosophique. L'état naturel ou l'état zéro comme on dit en systéma, ben tout est là, tout est là. Est-ce qu'il faut apprendre une religion, une forme de prière? Est-ce qu'il faut apprendre une forme de pensée à l'école? En fait, c'est que des choses qui finalement nous déforment. Et je respecte les religions, je respecte l'enseignement de l'école, ça m'a appris à parler, à compter. Les religions, là je parle pas parce que je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'un processus. Mais est-ce qu'on se fait pas plutôt souvent déformer par nos formateurs ou formater que voilà, la question elle est ouverte, je prétends pas y répondre, mais bon, poser la question c'est déjà y répondre un peu, hein. Et moi ici j'ai l'impression vraiment de me faire déformer, et c'est ce que Henri Play a pu dire aussi beaucoup dans ses chroniques que je lisais à l'époque dans Karaté Bushido, que je ne lis évidemment plus parce que bon bah maintenant c'est toujours des nouveautés, des nouveaux arts, des nouveaux. Moi je dirais que y a un proverbe qu'on nous a toujours dit, il n'y a de neuf que ce qui a été oublié. Et là c'est vraiment, ça résume vraiment ce que je peux dire. Tout ce qu'on a voulu m'apprendre ou me décalquer en fait, maintenant je fais des efforts pour m'en débarrasser. Je suis né, je fumais pas, il a fallu faire des efforts pour devenir fumeur et des efforts pour ne plus être fumeur. Et je pourrais multiplier les exemples. On m'a appris à manger de la viande. Alors, quand un enfant il se jette rarement sur sa viande, il va se jeter plutôt sur des choses qui lui plaisent à la bouche, peut-être des sucreries qui sont pas des bonnes choses, mais il se jette rarement sur de la viande. Et j'ai encore moins vu un enfant courir après un animal pour le tuer et le manger. Ça c'est impossible quoi. Il va vouloir jouer avec l'animal, il va le voir comme un copain. Et je sais plus comment il s'appelle le bouddhiste en France, un occidental bouddhiste, je sais plus c'est Clavel ou Ricard, qui disait pas de copain dans l'assiette. Bon ouais. Bah voilà, pas de copain dans l'assiette, ça résume ce que peut être le végétarisme. Mais encore une fois, tous ces mots en isme, c'est pas végétarisme, c'est pas le naturisme, c'est pas revenir à l'état zéro, voilà. Donc mon expérience ici au Japon, en fait je vais revenir, j'aurais pas appris des choses, j'aurais juste retrouvé la mémoire, si on peut dire. La mémoire de mon corps, le fameux no touch d'Atsumi Sensei. Là, bon, on peut pas tout dire, c'est des choses, il faut les vivre. Enfin, voilà comment moi je pourrais résumer. Vraiment un retour à ce qui est, tout est en nous. Et je suppose que même au niveau religieux, c'est la même chose. Ce qu'on peut appeler Dieu, ou voilà, c'est au fond de nous. C'est au fond de nous que ça se passe. C'est déjà là. Ok. Mais écoute, je te remercie, Jean-Marc, de ce témoignage. Déjà, je vais essayer de reprendre. J'ai pris des notes, hein, j'ai pris quelques notes pour pas oublier ce que tu as dit, pour prendre pas les réponses, mais ce que j'en retire dans ton témoignage. Tout ça pour moi c'est très très juste. De toute façon c'est un témoignage, ça ne peut être que juste, hein. Faut pas dire que c'est faux. Ce n'est pas le seul témoignage que j'ai dans ce sens, hein. Je reçois par écrit beaucoup de témoignages, des gens qui découvrent le non-forme en arrêtant de s'enfermer dans les formes. On n'a jamais vu quelqu'un enfermé dans la nature. On n'a jamais vu quelqu'un enfermé en dehors d'une cage, quoi. On est enfermé que dans sa tête. Et effectivement c'est une prison mentale.
Donc les formes emprisonnent, c'est ce que dit Hatsumi Sensei, hein. Bon, on apprend quelques katas, quelques formes pour se rappeler, on va dire, un enchaînement technique, mais en aucun cas il faut rester dans ces formes-là, contrairement à ce qu'enseigne un certain docteur qui n'en est pas un. Les formes, non. Non, faut arrêter, quoi. Mais c'est sécurisant, ça donne un sentiment illusoire de sécurité. En fin de compte, les formes donnent un sentiment illusoire de sécurité, alors qu'en fin de compte, ça donne surtout un sentiment fort d'être, d'exister. J'existe à travers les formes. J'ai une belle voiture, tu vois, tu regardes ma voiture, tu connais mon rang social. Et si j'ai pas les moyens, si j'achète une voiture plus chère que ce que je peux, une Porsche Cayenne, alors que le mec il est pas chirurgien formation, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, donc le mec, si c'est un ouvrier qui se paye une Porsche Cayenne parce que c'est son rêve, il mange pas, il dort pas, quoi. Il meurt de faim pour pouvoir se la payer. Donc il aura ce sentiment illusoire de force, de sécurité, surtout s'il doit se taper un mannequin qui cherche un mec qui a des thunes. Bon, voilà. Mais voilà. C'est comme on dit, celui qui en boîte de nuit se promenait avec un porte-clés des voitures BMW, quoi, toi, histoire d'attirer les... Voilà, donc oui, ce que tu dis sur les formes, oui, c'est vrai que c'est complètement illusoire. On force plus. La forme tue l'énergie, elle tue la créativité et elle tue l'énergie. Ça veut dire que quand tu as des formes, tu enrichis pas tes neurones. Au contraire, tu reviens toujours dans les mêmes formes, toujours dans les mêmes boîtes. Hein, donc, c'est un petit peu comme le jeu qu'on fait faire aux enfants et qu'on voit dans Idiocratie, où le type, il a un carré, un rond, un triangle, et puis il essaie de faire rentrer à coups de poing le rond dans le triangle, voilà, dans le triangle en creux. Les formes, elles nous obligent à aller le rond dans le rond, le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. Alors que, comme disait Bruce Lee, hein, si tu mets de l'eau, ça va dans toutes les formes. Si tu mets un cube de glace triangulaire, il n'ira que dans le triangulaire. Si tu le fais fondre, comme je disais, au feu de l'amour, au feu de la compréhension, au feu de la confiance spirituelle, ce qui te dit, je donne ma vie à Dieu, je me confie à Dieu. Voilà. Comme disait Koshitoei, il disait à ses soldats, allez-y, vous n'allez pas être tués parce que de toute façon, vous avez confié votre vie à Kami-sama, au Dieu. Donc, si vous confiez votre vie à Dieu, rien ne peut vous arriver. On ne se ferme pas dans des formes, on ne cherche pas à paraître, mais à être, et à être au plus près de soi, au plus près de l'univers. Voilà. Donc si on fait fondre cette glace, elle devient de l'eau, elle s'adapte à toutes les formes. C'est Be Like the Water de Bruce Lee, ça fait logique, hein, ça c'est génial. Hein. Donc que tu as aussi parlé du fait que voilà, quand les formes ne passent pas, on a envie de mettre plus de force, plus de violence, plus d'agressivité, parce qu'on est vexé, quoi. Ça qui montre bien que la forme enrichit l'ego. Si tu n'as pas de forme, tu acceptes tout. Tu dis oui à tout. Tu dis dans le non, non. Tu es dans le oui tout le temps. Et à partir de là, tu es dans le judo, dans la voie de la non-résistance. Si tu es dans les formes, tu es vraiment dans la force, dans le godo, c'est-à-dire le principe de si ça passe pas, ça casse, quoi. C'est comme on disait qu'en karaté au début, j'avais dans les premiers livres, ça passe ou ça casse, quoi. C'était des voyous, c'était des yakuza, c'était des gens qui vivaient dans les bas quartiers, donc forcément ça passe ou ça casse. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres des samouraïs, les descendants de samouraïs, pardon, qui eux dirigent Mitsubishi, quoi. Je veux dire, ou d'autres méga entreprises qu'on appelle les Daibatsu, les grandes conglomérats, quoi. Eux, c'est pour ça qu'il y a des mônes comme Mitsubishi a un mône, Toyota a un mône, tu vois, Canon, ce sont des mônes, ce sont des logos. Tout simplement, c'est les logos des familles samouraïs, certainement avant, hein, je pense. Voilà, donc les techniques ne passent pas parce que simplement tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas de forme, qui est naturel, c'est forcément supérieur à la forme. Encore une fois, ce que disait Lao Tse, le doux est supérieur au dur, et tant qu'on pense que la violence et le dur c'est un refuge dans lequel on peut vivre pour faire passer tout ce qu'on veut, ça ne passe pas.
Tu tomberas toujours sur des mecs complètement libres, tu vois, genre hippies, quoi, qui eux n'ont rien à foutre de la loi, des types qui en ont rien à foutre de rentrer chez toi, de s'asseoir sur ton canapé, de bouffer dans ton frigo. Ça existe, hein. Ça existe. Hein. Des anarchistes comme ça qui disent, moi je me refuse à tout ordre. Alors j'ai 10 anarchistes qui vont m'écrire en me disant c'est pas ça, la véritable anarchie, voilà, c'est pas grave. Moi je demande qu'à être instruit. Voilà, donc les stages, tu parlais de mes stages sont comme des révélateurs en photographie. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi, tu sais pas trop, hop, tu le plonges dans le révélateur, et hop, et tout d'un coup, tu découvres l'image. Donc, pour moi, le révélateur te permet de te découvrir, ce qu'il y a au fond de toi. Le principe de la méditation, du jeûne, qui va t'emmener tranquillement à redevenir, j'allais dire, la voie bodhisattva, la voie vers les anges, c'est-à-dire t'arrêtes de te bourrer la gueule, t'arrêtes de fumer. Voilà, moi, les profs qui vont boire une bière et fumer une clope et bouffer un kebab ou un McDo, c'est moi le président de la République, je les aurais interdit d'enseigner, quoi, toi. Tout simplement, parce que le prof doit être un modèle, ça doit être un éducateur, normalement. Mais comme ces gens, à quels je pense, n'ont jamais fait aucun brevet d'État, aucun DIF, et ils ont eu gratuitement, comme ça, sans formation, parce qu'ils ont donné des ronds à des fédérations. Donc les fédérations leur ont donné des DIF, sans qu'ils passent le moindre examen de pédagogie. Ce ne sont pas des éducateurs, c'est des faux éducateurs, c'est des faux instructeurs. Donc ils sont plus près de l'instructeur militaire plutôt que dans le sens instructeur militaire, je vais boire, je vais fumer, et parce que j'en ai rien à foutre, j'ai de la chair à canon qui de toute façon dans 15 jours sera au combat, et donc il y en a 10% qui vont revenir. On avait droit à 7% de perte, hein, donc il y a 7% qui vont revenir, et je parle pas en cas de guerre, je parle en cas de service militaire, hein, 7% de perte. C'est quand même pas mal. Donc moi je pense que mes stages sont des révélateurs, ils révèlent les stagiaires à eux-mêmes, et après il y a les fixateurs, hein, c'est-à-dire si tu veux que ça reste, il faut continuer à revenir au stage malheureusement, il faut continuer à s'entraîner, c'est ce qu'on appelle le keiko en japonais, c'est-à-dire la répétition. Keiko Shima, ça veut pas dire je m'entraîne en fin de compte, ça veut dire je répète. C'est un prénom aussi, Keiko, comme Shinobu. Shinobu est un prénom féminin, ça veut dire, on appelle sa fille Shinobu, c'est-à-dire patience, persévérance. C'est pas mieux que Pervenche, hein, ou que Dolores en espagnol, qui veut dire les douleurs de l'enfantement, les Dolores, les douleurs christiques, hein, de la crucifixion. Mais bon voilà, appeler sa fille Dolores, il faut le faire quand même. Hein, Donc Keiko, ça veut dire que la personne, elle va devenir quelqu'un de très, comment on appelle ça ? Persévérant. Très persévérant et studieux. Mais la persévérance, c'est Shinobu. Tu vois, donc Keiko Shinobu, c'est la même chose, dans le sens où on va endurer les souffrances de l'entraînement, si tu vas par là, des répétitions, pour bien fixer les choses. L'entraînement, ça sert à ça, ce sont des fixateurs. Donc c'est pour ça que les gens qui viennent à mes stages et puis qui ne reviennent plus jamais, il n'y a pas de fixateur. Ils ont le révélateur, mais il suffit qu'ils soient, comment on peut dire, dans un milieu, mais généralement c'est le cas, sinon ils ne seraient pas venus, de gens qui boivent, qui fument, qui passent leur temps devant la télévision ou leur téléphone portable, c'est clair qu'ils n'ont pas le fixateur. Pour le fixateur, il faut rester un certain temps ou revenir comme beaucoup font, et je les remercie tranquillement à mes stages. Moi, c'est pas pour, on va dire, le côté pécunier que je les remercie, c'est pour ça me rassure en voyant qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait évoluer, continuer à évoluer. Eux, ils pensent venir pour évoluer encore plus. Moi, je sais qu'ils viennent surtout pour se fixer. Pas forcément, parce qu'il faut revenir à chaque fois. C'est comme je t'ai expliqué pour l'entraînement. Tu montes en muscu, tu pousses 80 kg, tu as 2 jours de repos, tu vas pas reprendre 80 kg, tu vas reprendre 75. Et à la fin de la semaine, tu seras à 85. Mais si tu démarres à 80 pour passer à 85 le jour après, 2 jours après, tu peux le faire. Mais à un moment, ça va casser, quoi. Il y a un moment, tu pourras plus. Donc, ils reviennent, je remonte les bases et après, ils évoluent. C'est 3 pas en avant, un petit pas en arrière, 4 pas en avant, un petit pas en arrière. Mais tu peux pas dire je passe et je fonce. La nature n'a pas prévu ça. C'est comme un élastique, hein. Si tu tires, au bout d'un moment, il n'a pas le temps de se renforcer. Si l'élastique pouvait se renforcer, il pète. Le muscle, il est pareil, hein. Le mental aussi. Donc, il y a un moment, faut se reposer. Donc tu parlais de la science et du savoir, hein. Moi il y a un mot que j'adore, on appelait ça les humanités jusqu'au début du siècle, 20e siècle, on appelait ça les humanités.
c'est-à-dire le savoir, voilà, tout le savoir scientifique, tout ce que tu connais sur l'histoire, la géo, tout ça. J'ai trouvé ça génial, on appelait ça les humanités, quoi. Ce que les féministes veulent interdire aux États-Unis, comme les sciences humaines, elles veulent interdire le mot les sciences humaines parce qu'il y a homme dans humaine. Human, il y a la racine, c'est homme. Je ne sais pas comment ils veulent appeler ça, les sciences non-genre. Faut arrêter, faut plus mettre le mot humain. Être humain n'existe plus. Voilà, c'est des petits licornes chez les bisounours. Ah non, mais la cocaïne, ça fait des dégâts chez ces gens-là. Après, oui, le retour à soi, oui, c'est vrai. Quand je parle de révélation, c'est un retour à soi. En fin de compte, on est toujours dedans, mais c'est ce qu'on appelle en méditation les verres de couleur. On a des lunettes avec plusieurs verres. Hein. Donc au départ, on voit du violet, on enlève le bleu, puis on voit du rouge, on enlève le rouge et on voit les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc il faut y aller petit à petit comme ça. Tu me disais aussi tu parlais du portugais. Moi j'en ai eu un qui s'était entraîné avec moi dans les années 85 et oui c'est vrai tout à fait, hein, le mec c'était un manœuvre. Yatsumi Sensei il m'a dit il y a quelques années, méfiez-vous des manœuvres, des ouvriers, des gens qui bossent sur les chantiers, ils ont une force naturelle et qu'ils entretiennent par des gestes naturels. Jamais un geek qui fait 4 heures de système de défense, sport de combat qui se veut art martial, n'aura la force et l'efficacité du vendangeur qui va t'envoyer une patate de forain, comme on dit. Je pense que le mec en face, il va reculer, il va s'enfoncer dans le sol, il va falloir une pelle pour le déterrer. Donc faut arrêter les conneries, quoi. C'est débile, quoi. Donc voilà, donc Henri Play parlait justement de mon non-forme quand dans l'article a été censuré par Karaté Bushido, je crois, de l'époque, par toute la clique qu'on connaît, des frères Latruelle. Ça a été censuré et tout simplement parce que ça déplaisait à certaines personnes de leur réseau, qu'on puisse me mettre en avant, alors qu'Henri Play avait demandé de ne pas être censuré, où il disait qu'en fin de compte, au début, quand on me voit arriver, on dirait que j'ai jamais fait d'arts martiaux. Et en fin de compte, c'est une forme naturelle que j'ai, et Henri Play disait que c'était bien, que j'avais toutes les vitalités, qu'on ne sait pas trop si c'est le singe, l'écureuil, le renard, enfin vraiment qu'il était bluffé, parce que j'avais fait quelques pics aux yeux à certains karatékas et que Henri Play disait c'est génial, ça vous a sauvé la vie. Hein, dans son dernier discours, il avait dit ça, Bordas vous a sauvé la vie parce que il vous a montré comment on pouvait pratiquer quelqu'un qui n'a pas de forme. Parce que pratiquer qu'avec les mecs qui ont les formes et les mêmes formes que nous, c'est-à-dire qui ne font que de la frappe, qui se déplacent toujours en ligne droite ou avec des petits saïsabais qui sont trop bougés de place, alors que le mec qui marche naturellement, qui fait une pique aux yeux sur un Gyakutsuki, là tu s'attends pas à ça, quoi. Comme on a vu avec Noguchi Sensei, le gars il t'étrangle, tu lui fais un coup de pied dans les couilles, 2 claques sur les oreilles ou dans les yeux, c'est terminé, quoi. Donc les gens ne s'attendent pas à ça parce que c'est naturel. Et je dis aux garçons qui jouent au con, essayez de chahuter avec une fille, vous allez comprendre. Elle va vous tordre les doigts, tirer les cheveux, griffer. Dès que ça c'est naturel et elle va sauver sa vie dès le moment qu'une fille fait des sports de combat. Je peux lire un Krav Maga Penchak karaté. Moi je pense qu'elle perd 100% de son efficacité, voire 110-130% de son efficacité. C'est-à-dire elle devient plus faible. Parce que elle ferme le poing. C'est foutu, hein. Un enfant tend la main, une femme tend la main, elle ne sait pas fermer le poing et de mettre le pouce en avant, c'est normal. Et elles tendent les épaules alors qu'on leur dit non, il faut bloquer le dos. En fin de compte, elles sont vachement efficaces, je dirais peut-être même plus efficaces que le prof, quand elles arrivent et au bout d'un an, au bout de 6 mois, à force de leur dire non, sois pas naturelle, sois pas forte. On leur dit pas ça comme ça, on leur fait croire qu'elles vont être plus fortes en entretenant leur parano. Et à partir de là, on développe une parano encore plus grande, une violence encore plus grande, mais elles ferment le poing et elles ne peuvent plus se sauver. J'espère pour elles que leur ADN, leur patrimoine génétique va les sauver. C'est-à-dire leur faire oublier toutes les conneries qu'ils ont appris pour qu'elles puissent se sauver. Je compte là-dessus sur leur côté animal, c'est-à-dire le côté reptilien, pour sauver ça. Elles ont plus d'intuition et plus de reptiliens, je veux dire. Elles sont plus fortes à la souffrance que nous, elles sont plus endurantes, plus résistantes. Voilà. Elles ont moins de force, mais elles compensent par tout ça. Donc c'est idiot de leur faire demander d'utiliser la force, alors qu'elles ont beaucoup plus d'endurance du fait de leur réserve graisseuse due aux oestrogènes, quand ils stockent 4 fois plus de graisse que nous. Donc revenir au naturel, voilà.
faut revenir au naturel. Atsumi Sensei disait, une fois à Tokyo, il disait « Ah, Borda-san subarashi desu », nos formes. Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai toutes les formes, et donc j'ai pas de forme. Quand il me demandait de faire une pique avec un yari, alors je faisais une pique qui fait « Oh, Kobudo, Okinawa ». China, tu vois. Après, je fais une autre pique au yari, il me fait « Oh, Kung Fu style, Shaolin ». Après, il me remonte une pique, il dit « Oh, yari, Kukishinoru », c'est « Oh, Zembu ». Il avait dit, je me souviens, ce qui avait fait beaucoup de jaloux d'ailleurs à l'époque, Burda, c'est merveilleux, Subarashi desu, il est comme moi, il a toutes les formes, il n'a pas de forme. Et ça a été la rupture, on va dire, au Bujinkan, où tout le monde s'est mis à me jalouser du fait de ce rapport que j'avais à Soke. C'est la première fois qu'il disait à quelqu'un, qu'il disait à plein de personnes que quelqu'un était comme lui, qu'il n'avait pas de forme et qu'il avait toutes les formes. Voilà, c'est le début. Donc entre ça, plus le fait que j'ai osé critiquer les obèses, les méga obèses morbides du Bujinkan France, alors là, excuse-moi, mais comme j'ai expliqué, il y a du sumo pour les gens qui sont obèses. Dire je suis un ninja, alors que j'ai écrit un bouquin exprès pour expliquer qu'un ninja fait 60 kilos et que c'est un espion et pas un pratiquant d'arts martiaux, et que je vois des mecs qui pratiquent des arts martiaux qui font 130, 125, 140 kilos, et là j'ai vu des photos encore hier, je ne veux pas dire le nom, mais des gens que j'ai connus il y a 20 ans, mais ils ont tous passé les 100 kilos, quoi. C'est comme à la muscu, tu sais, il y a le club des 100 kilos, c'est-à-dire ceux qui arrivent à faire développer couché à 100 kg. En bécane, tu as le club des 500, c'est-à-dire ceux qui ont passé à 125, 250, ils rentrent dans les plus de 500 cm3. Et ben au Bujinkan, tu as le club des plus de 100, quoi. Tu vois, c'est presque le Weight Watcher Club, tu vois, c'est le club qui devrait au moins s'intéresser à la diététique. Le ninja, au départ, d'ailleurs, tout à fait, c'est ce que j'explique dans mon livre, il faut l'avoir, je veux dire, j'ai pratiquement pas de bénéfice dessus, mais c'est simplement comprendre ce que l'on fait, quoi. Quelqu'un qui fait du ninjutsu devrait comprendre que le ninjutsu, c'est un art d'espionnage, et le ninja, qui n'a pas l'endurance de la femme, parce que les kunoichi est une invention des romanciers, mais qui n'a pas l'invention de... qui n'a pas la résistance de la femme, doit apprendre à être résistant. Donc la première chose qu'il va apprendre, c'est à jeûner. Il va apprendre à contrôler sa nourriture. C'est ce que dit Atsumi dans une de ses interviews des années 60, qu'il m'a donné et que j'ai traduit dans mon livre. C'est pas moi qui le lis, je veux dire, tous les textes, les 40 pratiquement sources que j'ai données, expliquent que le meilleur petit déjeuner, comme disait Atsumi, c'est une marche. C'est d'aller faire du sport, quoi. C'est de marcher 2 heures. Le meilleur des petits déjeuners, c'est d'aller marcher 2 heures. Celui qui a dit qu'il faut manger beaucoup le matin, etc., c'était quelqu'un ou un médecin qui voulait faire des malades, parce qu'un client guéri est un client perdu, enfin, un patient guéri est un client perdu, ou quelqu'un qui vendait des Kellogg's. Et je penche pour le deuxième cas du principe des Kellogg's, on a fait les usines pendant la guerre, on a vu que ça marchait bien. Merde, la guerre est terminée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire croire qu'il faut manger des Kellogg's le matin. Tu vois, donc, c'est-à-dire beaucoup, voilà, alors que non, ouais, voilà, donc c'est du business tout ça, voilà. Donc oui, on m'a reproché d'être techniquement parfait, mais d'avoir une grande gueule et puis de dire que les gens du Bujinkan étaient obèses. Alors ils sont obèses parce que c'est une définition de l'OMS, hein, c'est une définition de l'IMC, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais excuse-moi, mais quand tu fumes, tu bois de l'alcool, tu te gaves de café pour essayer de tenir debout, et puis que tu fais 125, 130 kilos et que tu prétends faire de l'art des ninjas, moi je plains les tuiles, quoi, je plains les arbres, hein, si tu dois grimper, de toute façon ils ne grimperont pas. Donc je rappelle hein, que un des entraînements, les premiers entraînements que j'ai vus quand on parlait des ninjas, depuis que les livres sur les ninjas existent, même si c'était adressé aux enfants avant, jusqu'à Tortue Ninja, hein, alors, qui ne sont pas des ninjas non plus, mais bref. Mais le principe c'était de se suspendre le plus longtemps possible par les mains, c'était l'entraînement d'endurance, résistance, entraînement d'endurance, résistance aussi c'était la course, tu vois, c'était le saut en hauteur. C'était soulever son propre poids dans une balle de riz. Les balles de riz faisaient 60 kg, donc il soulevait 60 kg. Qu'est-ce qu'il faut de plus? J'ai fait un bouquin avec 40 sources, dans au moins 4 ou 5 sources d'Atsumi Sensei, si c'est pas 5 ou 6, où il parle de ça, où il donne son propre régime, en disant « Moi je mange des choses noires, les ninjas travaillent en gros dans le noir, et il disait « Je mange du riz noir, je mange des haricots noirs, je mange des algues noires, des champignons noirs, du sésame noir, sésame brun. Merde, qu'est-ce qu'il faut de plus ?» Alors, être critiqué parce qu'on dit la vérité non-stop, moi ça me fait bondir. Et d'ailleurs,
le jour, en 2015, où il y a eu la conférence sur la vérité sur les ninjas, alors je rappelle, le gouvernement japonais avait demandé, sollicité l'université de Mie, qui est la région d'Iga Ueno, la région des ninjas, Koga-Iga, pour faire des enquêtes sur les ninjas, pour savoir ce que c'était vraiment que le ninjutsu. Donc il y a eu un département créé à l'université de Mie, et en fin de compte, les professeurs de ce département ont fait des enquêtes et ils ont fait une conférence. Il y a eu plusieurs conférences, une série de conférences en week-end à Paris. Ce jour-là, comme par hasard, les gens du Bujinkan de France avaient organisé un stage international pour pas que les gens viennent voir la vérité sur les ninjas. Mais tu t'imagines la magouille, c'est-à-dire que les gens sont là, c'est les universitaires, c'est le gouvernement qui a demandé cette étude. Donc on va enfin pouvoir savoir ce que c'est que le ninja, le ninjutsu, etc. C'est les dernières images que j'ai mises sur ma page Facebook. Et là, tu as celui qui se dit diriger le Bujinkan en France, voire en Europe, tant qu'à faire. Il draine tous les gens pour pas qu'ils aillent le voir, la vérité. Mais c'est quand même dingue. Il connaît mieux le ninjutsu que les professeurs historiens japonais, que ceux qui travaillent sur les sources, que les archéologues, les historiens, comment on peut dire, les spécialistes des écritures ou tous les textes, où il y en a un qui a dit, on entend la première fois parler d'un shinobi no mono qui s'est introduit dans un monastère par les tuiles un jour de pluie pour voler un document. C'est la toute première fois, et je pense qu'on n'entend plus parler jusqu'en 1910 avec les bandes dessinées de Sarutobi Sasuke, qui est une légende, tout simplement, une légende, inspirée peut-être d'un personnage, d'un espion qui aurait existé, de Sanada, mais on arrive au ninja qui s'adresse aux enfants. Et après les années 60, après les James Bond Girls, on se retrouve avec des femmes ninjas, mais pas avant. Donc tout est faux, tout ce que ces gens-là, dont je parle du Bujinkan de France, enseignent est totalement faux, historiquement, etc. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans leur clan, ça ne me dérange pas. Mais interdire de façon plus ou moins magouille, c'est pas tu viens, je te donnerai un grade, c'est tu viens parce que je veux savoir où t'es, quoi, ce jour-là. Si t'es pas là, t'as intérêt à avoir une bonne excuse. Ils ont fait la même chose pendant des années quand je faisais des stages. Ils organisaient des stages pareils. Quand je faisais un stage à Saintes, ils faisaient un stage à Montpellier. Tu vois, histoire de dire, si vous n'êtes pas à mon stage, je vous serais soupçonné d'être au stage de Bordas. Et moi, je revenais du Japon. Je venais d'y passer 2 mois. J'avais quelque chose à dire. Surtout pas, faut pas aller au stage pour pas entendre ce qu'a à dire Bordas. Parce que c'est forcément la vérité, donc forcément contre ce que je dis. Tu vois ce que comprends ce que je dis. Donc voilà, donc cette magouille-là, je le dénonce, j'en avais jamais parlé en vidéo, mais c'est quand même incroyable. De la part d'obèses qui ne font pas de ninjutsu, qui ne peuvent pas prétendre faire du ninjutsu, qui font des techniques, on va dire 10% de ce que fait Hatsumi et 90% de ce qu'il faisait avant, donc de l'aïkido, du judo, du karaté. Voilà. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, ben, c'est la vérité. Moi, voilà. C'est comme ça, voilà. Donc tu parlais de revenir au naturel, hein, de revenir à ce qu'on n'aurait jamais dû sortir, hein, de casser les formes pour revenir de l'eau, casser la glace, chauffer la glace pour revenir de l'eau. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ce retour au naturel se fasse sans effort, sans effort. Il ne faut pas que ça soit pris comme un effort. Par exemple, si tu t'arrêtes de t'empoisonner, ça peut pas être un effort. Tu vois, moi, quand je parle de santé, on me dit que je suis extrémiste. Tu vois, quand je dis que le ninja mangeait comme ça, c'est extrémiste. Quand je commente un rouleau ninja, on dit que je suis extrémiste. C'est ce que me disaient les mecs du karaté de ma région. Tu n'as pas le droit de traduire tes diplômes. Si je traduis en français mon diplôme, eh ben, il y a marqué quand même 15e dan, et ça les fait chier. Donc je n'ai pas le droit. Par contre, si je laisse mon diplôme comme ça en japonais, je suis extrémiste. C'est comme les messes en latin, tu comprends? Non, mais dans tous les cas, je suis extrémiste. Dans tous les cas, j'ai pas le droit. Tu fais ce que je dis parce que sinon j'ai peur, quoi. Sinon, les gens vont s'apercevoir que tu as des grades plus hauts que nous. Ils vont s'apercevoir surtout que je fais un art martial japonais, avec des grades japonais, enseigné par des maîtres japonais, hérité de la tradition japonaise au Japon. Et non pas du sport de combat fédéral, etc. Bon, surtout l'histoire de ce sport-là sort par les yeux. Donc, oui, le fait de s'arrêter de s'empoisonner ou de se donner des coups de tête contre les murs, ça ne doit pas être perçu comme un effort. C'est simplement, on arrête de se faire mal, on arrête de donner des coups de poing contre le mur, on arrête de prendre des coups, on arrête de faire des exercices où on se donne des coups sur les avant-bras en poussant des cailles parce qu'on a mal, on arrête de chercher à faire mal à l'autre pour voir si on est efficace.
on est efficace dans une société si on n'est pas violent, si on fait le bien, si on aide les autres dans toutes les sociétés du monde. Tu as bien vu le témoignage des Japonais qui vivent en France, ils disaient, ils voient quelqu'un qui tombe de vélo, personne vient pour le ramasser. Le mec fait tomber un objet, personne va l'aider. Les Français sont individualistes, égoïstes, et voilà, bon, c'est l'ego, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc, moi je pense que ça ne peut pas, naturellement la nature a créé, que ce n'est pas un effort d'arrêter de se faire du mal. Ce n'est pas un effort, et c'est pas en se faisant du mal qu'on va progresser. Le no pain no gain, c'est une grosse merde des années 80 pour vendre de la drogue. C'est du Weder, ça, tu vois, c'est du Weider, comme on disait. C'est-à-dire, tu vas dans les salles d'entraînement, tu te fais mal, et on dit tu progresses. Dans les facs de sport maintenant, en tout cas celle de Poitiers, on dit less pain more gain. Hein, ça vient de la clinique du stress de l'université de Québec, de Laval, au Québec, où justement il y avait le spécialiste du stress qui avait expliqué, quoi, si tu veux faire des progrès, tu n'as pas besoin de te stresser comme un malade. Tu n'as pas besoin de te faire mal, tu n'as pas besoin de rentrer chez toi en pleurant avec les mains qui tremblent et de taper sur ta femme, tes gosses et tout ça parce que tu t'es bousillé le système nerveux. Voilà, donc je parlais aussi voilà. Est-ce que ta pratique martiale est bonne? C'est facile à savoir. Est-ce que tu vis une famille épanouie, une vie de famille épanouie? Est-ce que tes enfants t'aiment? Est-ce que tes voisins t'apprécient? Est-ce que dans la société tu as une place où les gens t'apprécient? Ou est-ce que tu es un alcoolo violent qui fume, qui bouffe de la merde, qui s'empoisonne et qui déteste tout le monde? Moi, je prends l'exemple de Michael Gonvarosh, je ne me rappelle plus son nom, qui enseignait il y a 3 ans à Moscou. Il était l'assistant de Vladimir Tchaïkovski. Je le vois il y a 3 ans. Je le revois l'année dernière, je le revois cette année, et il change, et je lui dis, mais vous avez beaucoup changé. Et il me dit, c'est incroyable. Grâce à Michael Ryabko, c'est incroyable. Il dit, je m'entends mieux avec mon fils, avec mes enfants, avec ma famille, etc. Il y en a beaucoup que j'ai vus chez Michael qui se sont mariés. Il y a au moins 3 qui se sont mariés l'année dernière. Il y a eu le masseur, il y a eu Lev. Comme ça, il y en a eu un 3e qui s'est marié. Donc c'est des gens qui se sont révélés grâce au système. Des gens qui avaient un âge relativement, qui avaient passé la trentaine, 35 ans, et ils ont trouvé l'âme sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends? Eh bien, ils ont été révélés à eux-mêmes. Et dans les religions, je pense que oui, la religion ne doit pas avoir de forme. C'est pour ça que la vraie religion, c'est une sorte de chamanisme où tu aimes tout ce qui vit. Voilà, tu aimes la nature, tu protèges la nature. Voilà, tu vois, voilà, on est dans un parc. Je pense que ce serait plus comme ça, toi, qu'il faudrait voir les choses. La religion, c'est comme les anciens Celtes, c'est comme les Grecs, c'était encore différent, mais bon, je pense que les religions de la nature, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est ce sort de chamanisme. Le Shinto parle aussi de ça. Le Shinto parle. Les arbres sont divinisés. Une pierre peut être divinisée. Un kami habite la pierre. Comme on disait, un troll habite la pierre. Hein. Par exemple, je me souviens d'une route qui a été arrêtée, un chantier de route qui a été arrêté, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est au Danemark ou en Islande, parce que les gens avaient décidé qu'il y avait dans ce grand rocher, il y avait des trolls, ou des gnomes. Voilà, donc ils ont dit non, il y a des gnomes. Et on est en 2019, quoi, et on est en Europe. Donc franchement, moi j'ai envie de me barrer en Islande, quoi, quand on voit déjà les Islandaises, quoi. Voilà, donc ça donne envie de faire des enfants, tout ça, ça donne envie de s'épanouir, ça donne envie des gens qui respectent autant la nature, quoi. Et pourtant, ils sont dans un pays à volcan, comme ici, ils sont dans un pays à tremblement de terre aussi. Ils ont presque les mêmes emmerdements qu'au Japon, quoi. Écoute, je te remercie pour ton expérience, et j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Moi, je sais que effectivement, je commence juste à comprendre quelques petits trucs, moi aussi, sur moi-même, sur plein de choses.
Donc voilà, on n'est pas là par hasard, on est toujours au bon moment, au bon endroit. Donc quelqu'un qui ne peut pas évoluer, eh ben, il n'évoluera pas, voilà, il n'ira pas à tel endroit pour évoluer parce qu'il n'aura même pas l'idée. Ça n'a pas été programmé avant son incarnation, quoi. Il ne se l'est pas programmé, il s'est dit je resterai con toute ma vie. Donc je ne rencontrerai pas Bordas à 35 ans, ou à 55 ans, ou à 65 ans, tu vois, ou bien j'irai jamais au Japon, j'irai jamais en Russie, je continuerai à bouffer du kebab, à fumer ma clope, 78 000 morts par an, et surtout je resterai obèse parce qu'en fin de compte l'obésité est déclarée comme fléau mondial par l'OMS depuis 10 ans, et cette année ça recommence l'OMS à parler de l'obésité en disant qu'en fin de compte c'est la calamité qui touche le plus de monde, la plus grande calamité qui puisse exister, qui tue plus que la clope qui fait 72 000 morts par an, et qui tue plus que le cancer et le sida réunis, et les accidents de la route. C'est pas moi qui l'invente. Donc après qu'il y ait des gens qui se trouvent normal dans le sens moi je suis obèse et je t'emmerde et je suis un ninja, faut arrêter de voir le Ninja de Beverly Hills. C'est un film, c'est juste un film, le Ninja de Beverly Hills. D'accord? Bon, trêve de plaisanterie, bien que je sois très très sérieux. Je vous montre ce beau paysage que j'adore. Voilà. Tous ces magnifiques arbres que les Japonais respectent. Hein. C'est un tout petit parc. Hein. Alors, évidemment, on est en plein centre-ville quand même. Hein. Voilà. Donc oui, j'ai un petit peu maigri, c'est normal, 4 heures d'entraînement par jour, 2-3 heures de marche minimum, en mangeant très très peu, en dormant très très peu aussi, voilà. Donc merci à toutes, merci à tous, là il y a un truc qui se passe là. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Je vous fais des bisous, je vais écouter ce que dit le haut-parleur. Bon, on va rentrer. Allez, bisous. Ciao.